les 24 heures du Mans 2015 sur LMTV avec la région des Pays de la Loire. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux 24 heures. Aujourd'hui, on évoque les enjeux sportifs de cette 83e édition avec mes deux invités éminents spécialistes de la course. Bruno Van Destik, speaker officiel, animateur France Bleu Maine. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Bruno Palmé, journaliste spécialisé sport auto au Maine Libre. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, simple, claire, précise, en même temps très compliqué de répondre. Qu'est-ce que vous attendez de cette 83e édition, Bruno? Beaucoup de spectacles, d'émotions et une arrivée qui va jouer dans le dernier tour. Bruno? Des records. Je pense qu'il va y avoir pas mal de records cette année, de victoires, et pourquoi pas au chrono aussi, au tour. Donc une année exceptionnelle. Oui, et on sait déjà que 2016 sera mieux que 2015. Ah oui, bah vous précédez un peu les Carrément, non, mais sera exceptionnel. Et la courbe ascendante qu'on a toujours le plaisir de commenter dans V8, le mag ici notamment, on peut déjà annoncer qu'elle sera encore plus, toujours ascendante dans la perspective de 2016, puisque les 4 grands présents en 2015, on a clairement posé la question au pesage, confirment leur présence en 2016. Et de toute façon, les équipes 2015 serviront à avoir des équipes encore plus fortes en 2016, donc c'est génial. Donc ça fait comme un test cette année. Pourquoi des records, vous, cette année, Bruno? Pourquoi vous attendez des records? Parce que je pense que d'abord, ça va être on pourrait dire que c'est l'édition du siècle. Parce que jamais Audi n'a été confronté à une telle opposition, hein, même si à un moment donné, on a vu que Peugeot lui donnait du fil à retordre, tout comme Bentley, mais parce que les voitures ont fait un bond en avant depuis l'année dernière. Et des records, ben moi je pense que déjà le record de la pole va être battu et pourquoi pas pulvérisé 30 ans après celui de Stuck. Je pense qu'on va friser quelque chose d'exceptionnel. Lors des essais. Bon, on va commencer, on va peut-être détailler en catégorie reine LMP1, peut-être les chances, les aspects plutôt positifs et un petit peu moins et un peu négatifs par team. Si on commençait par le champion du monde, Toyota, 3e l'année passée, hein, donc ils ont loupé leur 20... Ils sont 3e, oui. Mais bon, quand on est champion du monde, on veut avoir le podium. Ils ont des doutes cette année, ils ont des problèmes de performance, ils se sont fait dépasser techniquement par les autres, c'est ça en fait? Ils ont même déjà commencé à préparer la voiture 2016, hein, c'est ce que Pascal Vasselon nous a dit aussi à l'occasion du pesage de la place de la République. Ils ont été surpris par ce que la concurrence Audi et Porsche a réussi à faire en développant leur voiture. Voilà, et là ils se trouvent effectivement clairement distancés. Donc il y a une grosse remise en question chez eux. Et ce qu'ils vont essayer de faire tout simplement, c'est de jouer l'ultra performance, l'ultra constance en piste en étant vite et surtout en évitant les petits problèmes parce que finalement ils étaient parvenus, il y a eu un seul problème finalement l'année dernière indépendamment de l'accident et ce problème là il a engendré l'abandon en fait de la voiture qui était pourtant bien partie pour gagner. Donc c'est vrai qu'eux vont la jouer comme ça, une voiture constante, essence, pneus, changement de pilote, point, et c'est comme ça qu'ils réussiront à mater la concurrence. La rigueur, la régularité, ça sera la clé, c'est là-dessus que doit jouer Toyota, Bruno Palmé. Oui, c'est vrai que Toyota, c'est un petit peu la déception depuis le début de la saison, hein, parce qu'ils ont dominé de la tête et des épaules le précédent championnat, sauf au Mans où Audi s'est imposé. On a vu durant les essais, la journée test, qu'ils étaient en retrait. L'autre handicap dont, hélas, jouit Toyota, c'est de n'avoir que 2 voitures au départ, quoi. Alors que les autres en ont 3, on est d'accord, hein. Porsche et Audi ont 3 voitures. Donc ils sont clairement pas favoris. Malgré tout, ils ont moins de pression. C'est peut-être un avantage aussi. Oui, je pense que de ce côté-là, ils ne vont pas courir après la pole durant les essais. Ils vont plutôt se concentrer sur la course, hein, bien évidemment. Ils ont maintenant acquis une certaine expérience. La voiture est rompue aux joutes de l'endurance. Non, sérieusement, on peut les donner aussi dans le duo, voire le trio forcément de favoris. Position d'outsider qui leur va bien. Moi, je trouve que les équipages sont super homogènes. Mike Conway avait marqué les esprits par ses chronos la nuit de 2013. Et je trouve que, alors évidemment, chez Porsche et chez Audi, vous avez bien sûr des super équipages, mais vous avez un équipage ténor parfois, et puis 2 autres. Là, vous avez 2 équipages de super bon niveau. C'est des Top Gun. Donc une sorte de cohérence peut-être au sein du team.
Vous parliez de Porsche justement, 3 voitures. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Porsche cette année? Qu'ils soient en mesure de gagner. En tout cas, à mon avis, ils le sont. Bon, ce qui est le talon d'Achille de la voiture, c'est d'abord encore une petite fragilité globale, et on dit que c'est une voiture qui consomme beaucoup de pneus, qui les use prématurément. Donc là, plus d'arrêts au stand, donc forcément du retard. En tout cas, pas plus d'arrêts au stand, mais un arrêt stand qui sera peut-être à un moment plus long, c'est celui des changements de pneus, c'est-à-dire qu'on les changerait, mettons, tous les 2 relais au lieu de 3, tous les 3 au lieu de 4, quand la concurrence les changera tous les 4, ce que Porsche pourrait ne pas réussir à faire. Et là, il y aura une petite perte de temps. Pas plus d'arrêts, mais un arrêt qui coûtera plus de temps à ces 3 voitures. Bruno? Oui, je suis tout à fait de l'avis de Bruno. Ouais, c'est sûr que je pense qu'en vitesse de pointe, ils vont être devant tout le monde. Après, sur le côté endurance, je pense qu'Audi a encore une petite marge d'avance. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont aussi de bonnes connaissances du circuit du Mans. Ce dont souffre peut-être aussi Porsche, parce qu'en fait, ils sont revenus au Mans seulement depuis l'année dernière. Ouais, c'est ça. Donc ils ont besoin de se refaire un peu une habitude, une culture peut-être du Mans. Se la refaire. Oui, non, en tout cas, c'est plus du tout les générations de techniciens, de décideurs qu'on avait connus avant. C'est Porsche, mais c'est pas Porsche. En tout cas, c'est plus du tout l'équipe des années 90. Mais dans tous les cas, je pense que tout ce qui a été fait au niveau des simulateurs montre une voiture hyper performante. Je crois que dans les Uno d'hier, dans les premiers tours, on va être très très surpris par éventuellement le détachement que la 17, 18 et 19, toutes les 3 vont offrir au public, vont être, je pense, extrêmement surpris. Après, dans les parties sinueuses, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Un peu plus délicat. Mais bon, elles ont tout le monde, en fait. Les 3 ont des chances. Le seul qui n'a pas de chance de l'emporter, c'est Nissan. C'est Nissan. C'est Nissan. Parlons d'Audi avant de parler de Nissan. Alors là, toujours ultra favori. La performance de la voiture et ce savoir-faire dans les stands, cette régularité impressionnante en course. Malgré tout, la voiture qui change, qui a gagné en performance, est-ce que ça peut les mettre en difficulté peut-être, si même difficulté pour Audi, c'est un bien grand mot? Oui, je pense pas. Je pense que Audi aujourd'hui a atteint un standing qu'avait Porsche dans les années 80 aux 24 heures du Mans. Ils ont 3 voitures. Même s'il y a les équipages ont un petit peu changé ces derniers temps depuis la mise à la retraite du trio Capello, McNish, Christensen, mais ils ont des pilotes qui sont très rapides, les remplaçants. L'équipe est vraiment elle aussi rompue à l'endurance. Je vois pas. Maintenant il y a toujours l'effet de course. Moi j'en fais mon favori. Je pense qu'Audi cette année a encore vraiment toutes les armes. Ils ont fait également un bond en avant d'un point de vue performance, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'année dernière ils étaient un petit peu dépassés, sauf aux 24 heures du Mans. Mais on a pu remarquer sur les manches sprint à Silverstone et à Spa qu'ils étaient vraiment, ils pouvaient rivaliser les yeux dans les yeux avec Porsche. L'année dernière, on se souvient de quelques petits soucis, mais ça c'était l'année dernière. Il y a un changement de classe mégajoule qui fait que cette voiture elle est effectivement plus performante alors qu'elle paraissait un peu à la peine en 2014. Je mettrai l'équipage 7 leader très clairement. Ensuite, ce sera une question d'homme. Attention à ne pas craquer, ce qu'on a un petit peu vu, je trouve, à Spa-Francorchamps pour les 6 heures de Spa, la manche d'avant Le Mans, puisque Le Mans aussi manche du championnat du monde, en particulier pour la 8 comme pour la 9. Donc il y a un leader. Et il y a 2, un petit peu comme pour le Tour de France, il y a quoi? Il y a des coéquipiers pour jouer un peu les boucliers. D'accord, un mot de Nissan. Alors ils sont là pour pas pour le titre, on est d'accord. Ils sont là pour le prestige, ils sont là pour l'image. Et encourageons-les. Surtout ne tapons pas sur Nissan. Je pense que ce serait une très grosse erreur médiatique de faire ça, parce qu'on est tellement content de les avoir que devant la caméra. Merci Nissan de venir. Ça très clairement, il faut être super indulgent. C'est quand même pas évident de se confronter à ces 3-là. Donc c'est audacieux. Je trouve ça génial. Moi, je ne sais pas pourquoi je me dis qu'on va avoir droit à une bonne surprise dans les premières heures. Du moment qu'il y en ait une qui termine, ce sera bien, mais encourageons-les, y compris à venir après Le Mans pour les autres manches du championnat du monde et continuer de préparer cette course de 2016 à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Bruno Palmer, sur Nissan. C'est vrai qu'on a un petit peu la dent dure avec Nissan, parce que c'est vrai que depuis une bonne année maintenant, à grand renfort de pub, de marketing, ils n'ont pas caché leur envie de gagner les 24 heures, de jouer devant, de défier Porsche et Audi. On s'est aperçu rapidement qu'ils n'avaient pas les capacités. Mais qu'est-ce qu'ils ont rendu service au championnat du monde en faisant ça aussi? Ils ont pris du retard, c'est vrai, dans leur préparation. On a pu voir la journée test qui tournait pour la meilleure voiture en 3 minutes 43. C'est quand même assez loin, même très loin. On est dans les chronos des LMP2. Néanmoins, durant les essais, ils vont plutôt être, je pense, en dessous des 3,40. Bon, ça va être notoirement insuffisant pour prétendre aller chercher la victoire cette année. C'est évident. De toute façon,
une marque, un constructeur qui arrive la première année avec un défi comme est celui de Nissan avec une voiture à moteur avant. Enfin, c'est une vraie révolution. Je veux dire, c'est pas possible. Donc on peut saluer l'audace. Mais clairement, l'audace et l'originalité. C'est un peu leur marque de fabrique, quoi, l'audace. On en reparlera en 2016, c'est sûr. On en reparlera plus tard. Un mot sur les LMP2, vous voyez quoi, vous, comme enjeu de course sur LMP2, qu'est-ce qui peut intéresser et là où ça va se jouer? Les clés de la réussite sont c'est hyper ouvert. Moi, je vois quasiment que des favoris. Bon, peut-être 2-3 voitures un petit ton en dessous. Je trouve que les productions sartoises de Sean Rock Automotive, les Ligier, sont à mon avis favorites, en particulier l'équipe G-Drive. Je crois que le moteur Honda risque d'être un tout petit peu fragile. Et là, je pense à la voiture qu'aura Kevin Estre, Lorenz Vanthoor en particulier. J'espère qu'il tiendra vraiment à la distance. 3 rookies, mais c'est le moteur qui me paraît. Je trouve que pour être bien en P2, aujourd'hui, il faut rouler Nissan. Après, quand on l'a pas, c'est un petit peu plus délicat. Ouais, Bruno Palmet. C'est vrai, on aimerait bien une victoire française dans la catégorie LMP2, puisqu'en P1 on rêve et ça arrivera peut-être un jour. Mais en P2, effectivement, entre le Hawk Racing, enfin le G-Drive et pourquoi pas une bonne place de la Signatec chez Alpine, qui me paraît quand même un petit peu vieillissante par rapport aux nouveaux modèles qui sortent de chez, enfin Ligier en l'occurrence, et puis les nouvelles Gibson ou la nouvelle Oreca aussi. Bon, mais je pense que là c'est vraiment la bouteille à l'encre, quoi. Franchement, bien malin qui pourrait aujourd'hui. Tout est possible. En tout cas, les teams Jota Sport, Greaves Motorsport, KCMG aussi sont à classer dans le rang des favoris également. Mais depuis le début de la saison, elles sont là, hein, les Jota, les Greaves, ce sont les vainqueurs des précédentes courses. Et puis il y a ceux qu'on regarde moins, mais qui sont tout aussi importants, au moins par le bruit qu'ils font, c'est les GTM et les GT Pro. C'est des courses là aussi très très disputées. J'ai envie de dire, Mickaël, qu'on les regarde plus, et grâce justement à des émissions aussi comme celle-ci qui permettent de rappeler qu'elles existent, et je trouve que le message passe bien, que le public vraiment aujourd'hui s'est familiarisé avec tout ce plateau. C'est vrai que c'est pas une formule monotype comme l'est la Formule 1, et que c'est génial. Je trouve qu'il y a une réelle progression dans la culture de la course que le public a, et on va autant regarder maintenant les Corvettes face aux Aston Martin, Porsche et autres Ferrari qu'on le faisait avant. Donc super belle catégorie GT. Pas facile là aussi, parce que vraiment les 4 marques qui sont présentes ont toutes les 4 les mêmes chances de l'emporter. Bon, un petit coup de cœur perso pour Corvette, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Il y a une présence américaine aussi aux 24 heures du Mans qui se renforce énormément. En pilote américain aussi, si on revient un petit instant au P2, le Extreme Speed Motorsports, Tracy Krohn qui passe en LMP2 avec des châssis français, plus tous ces pilotes américains présents. Il y a une Ferrari aussi qui est géniale, l'équipe Corsica, je trouve extraordinaire. C'est un petit peu repris l'esprit du North American Racing Team d'antan. Donc vraiment une très belle présence américaine, et je trouve qu'avec en plus Patrick Dempsey, que j'allais presque oublier, vous vous en rendez compte, ça donne un lustre incroyable à cette catégorie GT en général, mais qui va être super ouverte, comme Bruno Palmet le disait avant, bien malin. Qui peut dire aujourd'hui, tiens, c'était le concurrent qui va gagner? Bruno Palmet, on la regarde cette catégorie, vous la regardez? Oui, et on la regarde d'autant plus qu'elle entretient le mythe aussi des 24 heures du Mans, cette bataille entre pilotes professionnels et gentleman driver. C'est vraiment la catégorie par excellence où on retrouve, je dirais, une majorité de gentleman driver. Et ça aussi, c'est la grande force des 24 heures du Mans, comme nulle part ailleurs. Exactement, comme nulle part ailleurs. Il nous reste 2 minutes pour un mot pour 2 mots. L'un sur Ford, vendredi. Les choses seront dévoilées. Alors on ne sait pas évidemment ce que deviendra Ford, mais il y a une conférence de presse qui annoncera peut-être, même sans doute, un retour de Ford aux 24 heures. On attend quoi de cette annonce? On attend la confirmation de leur retour, au-delà de la présence de Bill Ford, donc le grand patron de la maison éponyme, qui donnera le départ donc samedi. Ford a prévu une conférence de presse pour effectivement confirmer son retour en endurance, qui sera sans doute partagé aux États-Unis et aux 24 heures du Mans, voire aussi étendu au championnat du monde, puisqu'on parle de l'engagement de 4 voitures, dont 2 pourraient l'être par un team américain qui s'appelle le Ganassi Racing, et une écurie européenne. On se focalise un petit peu sur la GT, mais moi je me suis laissé entendre dire que Ford aurait peut-être d'autres ambitions, et dont celle de gagner les 24 heures du Mans. Et je pense que là c'est plutôt un prototype, et c'est pourquoi pas à moyen terme. Bruno, attendez-vous Même chose, un retour et la confirmation de ce que nous disions en ouverture, que 2016 sera déjà mieux que 2015, alors qu'on ne sait pas ce que 2015 va donner. Il y a un extraordinaire travail qui est fait dans la cohérence du développement de ce championnat. Je trouve qu'il y a un boulot, mais qui est remarquable, et qu'il faut vraiment féliciter, mettre en avant. On peut toutes et tous en être hyper fiers. Et c'est grâce à ce label championnat du monde aujourd'hui que tout le monde vient. On peut rajouter à cela BMW, je ne sais pas vraiment ce qu'il en sera, mais apparemment la marque est aussi intéressée par un retour avec un proto peut-être
faites genre 56e stand, c'est-à-dire une voiture électrique, mais c'est bien, c'est parfait. Venez, effectivement, vous le valez et Le Mans vous le rendra bien. Et puis Alpine, hein, qui peut annoncer aussi son retour pour les années suivantes. Mais absolument, ça a été aussi un des aspects que nous avons abordé au pesage avec Philippe Sinault. 2016 est déjà en route aussi, hein, très clairement. Non, c'est vraiment super. Samedi, en levée de rideau, on aura l'occasion de découvrir ce que sera la future GT de route de la marque Alpine. Et on croise les doigts, hein, de la même manière que Ford revient en 2016, 50 ans après sa victoire. Pourquoi pas imaginer que Renault s'associe à Alpine en 2018 pour revenir derrière. Voilà, pour célébrer là aussi un anniversaire mémorable. Bon, c'est une année, comme vous l'avez dit en introduction, une édition à suivre avec attention parce qu'elle prépare aussi les éditions suivantes. Merci à vous deux, Bruno Vandestick, Bruno Pelmet. Merci de nous avoir, je vais essayer de ne pas bafouiller, fait part de votre expertise. Merci à vous et on se retrouve bientôt. Les 24 heures du Mans 2015 sur LMTV avec la région des Pays de la Loire.